Mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de 237 Story. Vous le savez déjà, c'est votre podcast qui est enregistré depuis le Cameroun et dans plusieurs autres pays à travers le monde. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 10e épisode de la saison 4. L'actualité de cette mi-juillet nous frappe en plein cœur entre les drames humains liés au désordre urbain, le verdict stressant des examens officiels et les éternels débats sur l'apport de ceux qui regardent le pays depuis l'extérieur. Nous ne manquerons pas de matière ce soir. Autour de cette table, pas de langue de bois, nous posons les diagnostics indispensables. Au menu de ce numéro donc, en politique, c'est un débat vieux comme la République, mais qui prend une résonance particulière à l'approche des grandes échéances entre voix de fonds record, transfert de compétences et activisme politique sur les réseaux sociaux. La diaspora peut-elle être la solution concrète pour résoudre les problèmes structurels du Cameroun ou reste-t-elle déconnectée des réalités de ceux qui vivent le quotidien du terrain? On parle aussi en société, l'horreur qui a frappé une nouvelle fois la capitale économique, c'est-à-dire Douala. Il y a quelques jours à peine, dans la nuit du 10 au 11 juillet, l'effondrement brutal d'un immeuble sous-scellé à Douala Bonamoussadi a coûté la vie à au moins 6 personnes. Face à la multiplication de ces tragédies, que faire pour endiguer définitivement le phénomène des constructions anarchiques et des bâtiments à risque? Réponse dans ce numéro de 237 Story. Enfin, en éducation, depuis ce mardi 14 juillet, l'Office du baccalauréat du Cameroun distille progressivement les résultats de la session 2026. Au-delà des cris de joie et des pleurs dans les familles, une question de fond s'impose à chaque publication. Notre niveau scolaire est-il en baisse constante? Les réformes pédagogiques successives et la digitalisation ont-elles tiré le système vers le haut ou bien assistons-nous à une dévalorisation des diplômes nationaux? Le plateau ce soir pour discuter de ces différents sujets, mesdames et messieurs, pour disséquer ces enjeux avec toute la rigueur nécessaire. J'ai dans le plaisir d'accueillir un panel de haut vol avec, je vais les appeler nos experts. Il y a Chicharito qui est déjà là, il y a Olivier qui va nous rejoindre sans doute. Mais pour la contradiction politique, nous écouterons l'analyse de Kemoum, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aussi pour parler avec la voix des citoyens et des sentinelles de notre société, eh bien, il y aura Landry qui est là et la touche critique sans filtre de notre quotidien ce jour, c'est la chroniqueuse MT qui va nous la donner. Normalement, nous devons recevoir notre invité spécial, c'est Achille Tanko. Lui, il est entrepreneur environnementaliste. Son expertise dans la gestion des ordures et surtout les opérations coup de poing qu'il mène sur les réseaux sociaux et qu'il mène sur le terrain nous interpelle et nous intéresse. On espère qu'il nous rejoindra si c'est avec la complicité des dieux de la technique, bien sûr, parce que là, c'est lui qu'on attend. Mais avant, que peut-être Achille n'arrive. J'ai envie de dire bonsoir particulièrement à tous ceux qui sont déjà connectés. Joël, bonsoir et bienvenue à cet échange. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, merci une fois de plus de nous convier à cet échange. Je vais assez bien, j'espère et je souhaite que vous également alliez bien. Je crois que nous allons passer une très belle soirée et que nous sommes tous disponibles, n'est-ce pas, pour édifier nos auditeurs. C'est en tout cas la raison pour laquelle nous sommes là et je te remercie d'accepter toujours notre invitation chaque fois qu'elle t'est donnée. Landry également, il est avec nous. Il est dans une région, comme je dis souvent, c'est au fin fond du Cameroun. C'est derrière le Cameroun pratiquement qu'il est, mais il accepte d'être présent pour donner aussi le là au débat. Landry, bonsoir et bienvenue à l'échange. Oui, bonsoir, bonsoir CVK et bonsoir à vous, à tout le panel, bonsoir à vos millions d'auditeurs à travers le monde. C'est toujours un plaisir. Comme je vous ai fait une ébauche, c'est que je finissais une prise avec une bête sauvage, un lion et un éléphant tout à l'heure. Donc, je me suis pressé de venir m'acquitter de cette mission qui est citoyenne. Donc, vous connaissez mon attachement. Et ce soir encore, je vous remercie de m'avoir invité et j'espère que nous allons passer une très belle émission. C'est tout ce qu'on peut souhaiter en tout cas. Chicharito également, il est avec nous et c'est une voix qui compte dans 237 stories. Comme pour habitude, il ouvre, il ferme le débat avec moi et c'est l'un des personnages incontournables de notre podcast. Chicharito, bonsoir et bienvenue. Bonsoir CWK, merci une fois de plus pour l'invitation. Je salue également tous mes copanélistes avec qui j'aurai le plaisir d'échanger ce soir et un bonsoir particulier à tous nos auditeurs et auditrices.
Bonsoir aussi à la voix féminine qui est avec nous aujourd'hui, c'est MT. Vous le connaissez, elle est avec nous sans doute depuis, je crois, 4 ou 5 épisodes déjà. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez spécial. Mais avant, je lui dis quand même bonsoir, comme à tous les autres, et bienvenue à notre échange. Merci, CWK. Tu vas bien, j'espère. C'est la synthèse, c'est-à-dire, toi, tu fais limite, limite. Nos auditeurs ont envie de dire, mais est-ce qu'elle peut aussi nous dire bonsoir aujourd'hui? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers auditeurs de 237 Story. J'espère que vous allez bien et j'espère que la soirée sera très agréable. En tout cas, on souhaite la soirée agréable à tous ceux qui nous écoutent depuis Spotify, ceux qui nous écoutent à bord de leur taxi, qu'ils soient sur 237story.net. C'est notre plateforme pour écouter tout simplement gratuitement tous nos podcasts. Vous nous écoutez également sur YouTube, en tapant tout simplement dans la barre de recherche 237 Story. Et vous avez accès à plus de 4 saisons d'écoute. Alors, on va commencer aujourd'hui par l'éducation parce que vous le savez, depuis quelques jours, les résultats des examens, des différents examens au Cameroun sont en train d'être délivrés par l'Office du baccalauréat du Cameroun et par le ministère de l'enseignement secondaire. On a envie de dire que les résultats, tantôt ils sont bons, tantôt ils sont moyens. Et la grande question que l'on se pose, c'est est-ce que notre niveau scolaire, il est en baisse? MT nous livre sa chronique ce soir. Une fois encore, MT, tu as la parole pour ta chronique. Merci, CWK, de me passer la parole pour cette première chronique, la chronique de MT. Entre cris de joie, entre les pleurs du mbolé et le partage des captures d'écran sur WhatsApp, les résultats des examens officiels sont enfin tombés. Du BEPC au baccalauréat, le verdict est là. En dépit des destins individuels, un grand débat enflamme les réseaux sociaux. On en parle dans les buvettes, les salons de coiffure et les taxis. Notre niveau scolaire est-il en baisse? Faisons le point en 1 minute chrono. Parlons peu, parlons vrai, parlons chiffres. Les statistiques publiées par l'Office du baccalauréat du Cameroun pour la session 2026 de l'enseignement général, le taux de réussite s'établit à 42%. Le verre à moitié vide, moins d'un candidat sur deux a décroché le précieux sésame. Le verre à moitié plein, c'est une légère remontada par rapport au crash historique de 2024, où le dit taux avait décliné à un très inquiétant 37,26%. Alors, faut-il crier la vulnérabilité de notre système éducatif? Je ne dirais pas jusque-là, car pour beaucoup de parents, le constat est amer. La génération Android est pointée du doigt car elle est accro à TikTok. Le niveau de langue qui s'effrite et le manque d'absence d'enseignants dans l'arrière-pays. Le gouvernement a renforcé la sécurité avec un système de code barre unique sur les sujets. Résultat, pas de fuite majeure signalée. Quand on resserre la vis sur la triche, le niveau réel, parfois brut, remonte à la surface. C'est le constat que je fais ce soir, mon cher CWK, pour ouvrir le débat. Merci beaucoup. Merci à toi, MT. Merci surtout pour cette très belle chronique, la première du genre. Et comme je le dis toujours, quand on sait la vis, tu l'as dit à la fin de ton propos, quand on sait la vis, le vrai niveau remonte et ça ouvre justement le débat pour ceux qui sont déjà installés. Vous-même aussi qui nous écoutez ou qui simplement avez votre avis à donner, n'hésitez pas sur notre page Facebook aussi à donner votre avis. Alors, la première question, hein, sûrement, elle est pour toi, Joël. Est-ce que actuellement, et au vu de ce que dit aussi MT dans sa chronique, est-ce qu'on peut dire que le niveau de notre bac est en train de baisser ou bien c'est simplement le vrai niveau des étudiants, comme des élèves et futurs étudiants camerounais qui est découvert quand on voit un taux de 42% quand même? Bon, merci déjà pour la question posée. Mais je crois que vous prenez la question par le milieu en pensant que ce qui arrive aujourd'hui est un fait du hasard. Non. Ce que nous vivons aujourd'hui est tout simplement une conséquence des politiques publiques mises en place pour l'éducation.
Et il va de soi que pour juger l'éducation des élèves ou leur engagement par rapport à leurs études, il faut voir le niveau de motivation. Aujourd'hui, soyons un peu concrets. Tout à l'heure, dans la chronique, j'ai entendu parler du fait que les élèves seraient plus intéressés par les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence, que par leurs études. Il faut dire une chose, quand on est un parent, c'est vous qui savez, n'est-ce pas, ce que vous devez mettre à la disposition de votre enfant par rapport aux objectifs que vous avez pour lui. Aujourd'hui, quels sont les objectifs, n'est-ce pas, que s'est fixé le gouvernement par rapport au contrôle de ces réseaux sociaux? Tout le monde y a accès, n'importe comment. Aujourd'hui, même les pays les plus développés, vous avez entendu dans un premier temps, c'était l'Australie qui parlait de restreindre les réseaux sociaux à un certain âge. Vous avez entendu dernièrement la France qui est en train d'emboîter le pas, et ainsi de suite. Pendant ce temps, chez nous, ce qu'on fait, c'est accuser ce que je peux appeler ici les victimes, donc nos enfants, d'être distraits, et pourtant, c'est nous qui mettons à leur disposition, n'est-ce pas, ces outils de distraction. Ça, c'est d'un. Également, quand on parle d'éléments de motivation, aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui ont pu fréquenter avant ce que nous disons aujourd'hui la génération de ceux qui n'ont plus de niveau, quel est, n'est-ce pas, leur sort? À quoi, n'est-ce pas, renvoient les différents diplômes que nous obtenons dans nos écoles? On s'est rendu compte que tout cela, n'est-ce pas, conduit au chômage. Ce n'est plus parce qu'on mérite, qu'on a même un concours quand on a la chance de l'avoir, mais au contraire, c'est parce que soit un parent a de l'argent, soit parce qu'on a une connaissance, et ainsi de suite. Et justement, dans cet environnement-là, qu'attendez-vous des enfants? Voulez-vous vraiment qu'ils soient motivés à apprendre? Apprendre pourquoi faire quand l'étude, n'est-ce pas, ne conduit pas à quelque chose de vraiment concret. Dans l'étude, il n'y a pas une émulation comme conséquence. Ça voudrait dire, vous avez une salle de classe, des C par exemple. Ils savent que quand je fais la C là, voici à quoi tend le diplôme que je vais avoir. Aujourd'hui, bien au contraire, on sait que tout le monde, quel que soit le diplôme que vous avez, vous pouvez devenir IDE pour par la suite chômer. Vous retrouvez dans les universités privées, vous payez des millions pour à la fin ne pas avoir l'emploi ou se contenter d'un 40 000 qu'on va vous donner dans un centre de santé quand vous avez cette chance-là. Ou pour beaucoup même, vous allez vous reconvertir. Combien on trouve des gens avec des BTS, des licences professionnelles, qui sont devenus à la fin dans nos rues des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de tomates et ainsi de suite. C'est tout cet environnement-là, n'est-ce pas, qui conditionne même l'aspiration des enfants, l'intérêt des enfants à pouvoir étudier, à pouvoir élever leur niveau. Mais quand vous êtes dans un environnement où tout est bâclé, aujourd'hui, vous pouvez entendre comment on parle d'un professeur avec dédain, avec mépris. Dans la rue, généralement, aujourd'hui, on dit que tu as fréquenté et puis quoi? Tu es où avec? Aujourd'hui, on essaie de faire croire que le fait d'être professeur d'université, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire, on peut dire que non, toi, tu fais bien tes études, concentre-toi dans ça et tu ne dois pas t'intéresser à la politique et ainsi de suite. Quand c'est dans cet environnement-là, vous attendez à quoi de concret? Donc, il y a un environnement global qui ne permet pas du tout qu'on puisse avoir des résultats différents de ce que nous avons. Aujourd'hui, on gère les conséquences. Vous voyez, au BPC, on a un pourcentage qui est aussi entre 30, 40, 45%. Le BPC, on est également autour de 42%. Et pourtant, on essaie Oui, de vous faire le croire que non, pourcentage du ça BPC évolue. aussi n'est pas très haut. Le pourcentage du BPC n'est pas très haut non plus. Voilà. Et justement, quand vous voyez tout ça, vous pensez que même quand ils auront réussi, s'attend à quoi tout ça? À rien du tout. Donc, pour moi, nos enfants sont en train de subir ce que nous avons mis en place. Le niveau est-il bon? Les enseignants, est-ce qu'ils ont intérêt à vraiment enseigner? Chaque jour, vous avez vécu ce qu'on a connu, les OTS, les OT, machin. Aujourd'hui, quand un enseignant se retrouve en classe, quand ils n'ont pas complètement abandonné pour voyager, quand on parle aujourd'hui de la fonction publique, ceux qui sont le plus à l'extérieur sont les enseignants. Et ceux qui sont là la plupart du temps parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. On n'est plus enseignant parce qu'on a une vocation. On est enseignant parce que bon, c'est ce qu'on a trouvé. Ou c'est le métier qui est à la portée des plus pauvres.
Parce que les autres, quand ils ont un peu de moyens, c'est les NAM, c'est l'IRIC, c'est les MIA, et ainsi de suite. Et justement, même ce qui était pour le plus pauvre aujourd'hui n'est plus acquis. C'est devenu le marchandage politique. Donc, il faut que tu sois de mon bord pour que ton nom se retrouve sur une liste. Et aujourd'hui, même qu'on n'intègre même plus. Ou ce sera, je crois, soit les régions qui devront recruter. Vous comprenez que là encore, on sera très loin du mérite. Et justement, dans un environnement où on ne promeut pas le mérite, vous ne pouvez pas vous attendre à une certaine émulation, à un certain challenge pour élever le niveau. Donc voilà ce que je peux dire dans un premier jet sur cette question. Merci à toi, Kemoun. On aura compris la verve du regard politique, surtout cet observateur, pardon, qui a du recul pour voir un peu peut-être des choses plus loin que nous autres ne l'avions imaginé. Landry, toi également, tu as sûrement ton mot à dire sur la qualité de l'éducation actuellement au Cameroun et principalement sur les différents résultats, que ce soit celui du BEPC, du CAP ou même encore des différents bacs, que ce soit des bacs techniques ou même encore, je crois le GCI n'est pas encore sorti, mais le bac, les 8 par contre 8. Alors, Landry, ton regard, il nous intéresse. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de recul et que peut-être la tricherie qu'on avait observée l'année dernière, par exemple, a baissé et que le vrai niveau des élèves camerounais est revenu? Bonsoir WK, CVK, et bonsoir à tout le panel encore. Il faudra parler peut-être dans ton micro et un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Généralement, la question que vous me posez, elle est assez délicate parce qu'elle aborde un domaine qui est très sensible, celui de l'éducation. Et la chronique de MT avait déjà si brillamment implanté le décor et le contexte que l'analyse de Joël complète avec beaucoup d'éléments encore. Et vraiment, ça élève encore le niveau que je saurais tenter de minimiser moi-même mon commentaire dans ce sujet précis. Alors, vous me posez une N'hésite question pas à qui parler un peu, va... n'hésite pas à parler un peu plus fort, Landry, s'il te plaît, que l'on puisse Oui, bien t'écouter. Oui, CVK, vous me posez une Voilà, là, question c'est mieux. C'est beaucoup mieux dans maintenant. la, dans la problématique entre effectivement en ligne de compte avec les politiques gouvernementales dans ce qui concerne le secteur de l'éducation. Mais je peux vous garantir que je serais tenté de vous donner une réponse, mais plus à répondre pourquoi. Alors, pour la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation a, je ne sais pas si on dirait beaucoup régressé, mais il y a eu des aléas, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des politiques publiques qui ont orienté le secteur de l'éducation à l'heure actuelle. Nous sommes partis d'un modèle éducatif à un autre aujourd'hui qu'on appelle approche par compétence. Euh, Dans l'approche à compétence, il y a Ils eu ont cette appelé ça APC. Actuellement, ils appellent ça APC. Justement, approche par effectivement, compétence. justement, dans cet APC, il y a eu une certaine homologation des enseignements avec un certain système qu'on aurait voulu compétitif avec le milieu entrepreneurial aujourd'hui. Mais je vous garantis que c'était une pure erreur où je dirais que on s'est aventuré dans un terrain qu'on ne maîtrisait pas. Parce que essayer de dire qu'on va professionnaliser les enseignements, euh, qu'on va apporter un plus dans l'enseignement. Bon, alors, je dirais très clairement que le niveau à l'heure actuelle, il est symptomatique Euh, Sans que te nous vivons. couper, s'il te plaît, je peux rappeler à CWK que quand nous entrons à l'université en 2008, c'est là où on a Oui, implémenté également le LMD et on nous disait qu'on était Oui, en train de LMD Prime. professionnaliser les enseignements. On nous Voilà. entre disait autres, qu'au entre sortir autres. de votre licence, vous serez machin. Voilà. Vous Nous sommes sortis de serez là, directement employé. voilà. Nous sommes sortis de là et aujourd'hui, je ne sais pas trop à quoi tout cela a servi, ces changements de machin. Ouais. D'accord, merci, Plus de merci bientôt Joël, parce 20 ans. que, Et, bientôt 20 ans, il faut avouer que même le système LMD qui a été implémenté à l'université, pourtant, il n'est pas aussi efficace. Peut-être avec l'APC, c'est pareil. bon, alors, merci beaucoup Joël, parce que votre intervention, vous voyez, vous me remettez sur un orbit que j'avais semblé négliger tout à l'heure. C'était justement
le fait que l'homologation et les politiques publiques qui ont été érigées jusqu'ici, avaient, on avait compris que ça avait une certaine tendance à essayer de remettre sur les rails la professionnalisation des enseignements et d'essayer de rendre le jeune diplômé, de positionner le jeune diplômé dans le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que euh, le, le tribunal, ou je dirais le baromètre, le juge du niveau d'études, du niveau des enseignements au Cameroun, c'est justement le taux de chômage qui est croissant. Et il y a beaucoup d'autres choses encore qu'il faut observer et regarder comment est-ce que le niveau de l'employabilité au Cameroun, il est faible. Le taux de chômage, il augmente de jour en jour. Le nombre de diplômés, il est d'autant plus croissant qu'on ne peut même pas le résorber quelque part. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est justement parce que on est passé à un système éducatif qu'on n'avait pas maîtrisé et les politiques pour résorber le domaine de la, pour résorber le, je dirais le potentiel éducatif. Il n'a pas été pensé. C'est justement de ça dont il est question. Lorsque aujourd'hui nous interrogeons le système éducatif, en fait, on pose, comme MT le disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on décide de voir le verre à moitié vide. C'est qu'au lieu de poser la question que où est-ce qu'on va même avec tous ces diplômes-là qu'on essaye de donner aux gens, et je vous dirais même encore une chose, c'est que des bouches distraites parleraient même des, des délibérations dans des corrections d'examen où on vous dit parfois, vous voyez, on a dû délibérer à 8, à 7, 8, 50, machin. Tout ça dans des examens. Quand on se rappelle que à une certaine époque, l'examen s'obtenait à 12 de moyenne. Quand c'était trop, on disait, OK, d'accord, à 10 de moyenne, vous étiez repêché. Mais vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve à délibérer à 8,50. C'est justement dû au fait que C'est vrai on a le ministre Nalova Lyonga a dit quand même qu'il y avait, depuis l'année passée, je pense, on a remis les choses, on a remis vraiment le niveau au centre des décisions, c'est-à-dire, surtout avec la petite tricherie qu'on a constaté que les élèves avaient fait l'année dernière, on a décidé que c'est 10 ou rien. Et je pense que c'est peut-être ce que MT le disait aussi dans son propos au niveau de sa oui, chronique, que justement, le fait CVK. d'avoir verrouillé la tricherie, ça a obligé les élèves, le vrai niveau des élèves est sorti. Oui, CVK. Mais déjà, invoquer même déjà la tricherie, c'est déjà prononcer la faille d'un système. C'est dénoncer déjà l'échec de tout un système. Quand on pense qu'un système éducatif qui est savamment conçu et qui a encore des vérités de tricherie, c'est dire que le système, dans le fond, il a même totalement échoué. Parce qu'aujourd'hui, on voit un niveau qui est relativement bas et très faible. Qu'est-ce qui nous prouve que la tricherie n'y est pas? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas eu de tricherie là-dedans? Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que pour être d'une certaine époque des élèves, des étudiants de ce pays, lorsque aujourd'hui je lis la copie ou je lis un message que un élève du terminal ou je sais pas une élève qui est en formation m'envoie au message, m'envoie par message, mais je suis dépassé, j'ai envie de poser la question, mais il s'agit qui est-ce qui a enseigné cet enfant? Et voilà justement pour comprendre dans les failles de ce système, Joël le disait tout à l'heure, il y a le problème des enseignements. Est-ce que les enseignants ont des intérêts à enseigner? Justement, vous et moi, nous avons été sur une autre plateforme où nous avons largement débattu sur la question des OTS. On avait essayé de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. C'était justement dû au fait que les enseignants ne se sentaient plus dans leur peau d'enseignants. Il y avait des enseignants tués, des enseignants battus, des enseignants qui souffraient de tout genre de maux. Or, c'est des personnes qui opèrent un noble métier, celui d'éduquer, de former et de fabriquer des personnes, ceux qui sont des ministres, des présidents de la République, des policiers, des procureurs, des magistrats, tous ceux qui sont appelés à opérer dans la société de demain sont appelés à être éduqués par un personnel bien précis,
Mais maintenant, allez interroger donc les modalités d'admission à l'école normale. Comment est-ce qu'on fait pour recruter les enseignants? D'ailleurs, il s'agit de combien d'enseignants pour combien d'élèves? Il En tout s'agit cas, de combien on d'enseignants? va revenir, on va élargir le débat par là, Landry. Je vais Oui, peut-être passer la parole aussi à Chicharito pour qu'il puisse donner son premier avis sur la question, un peu comme toi. Alors, Chicharito, toi au moins, je sais que il n'y a pas, Olivier n'est pas encore là pour que tu puisses lui envoyer des balles, mais on a constaté que avec les années, le bac camerounais qui était quand même l'un des bacs les plus respectés quand on parlait en termes de niveau d'études, généralement les étudiants camerounais, quand ils arrivaient fraîchement dans les autres universités, ils avaient un niveau largement au-dessus des autres parce qu'on disait le bac camerounais est quand même le plus travaillé. Mais on a l'impression qu'il y a une forte régression, pas seulement avec la potentielle tricherie, mais une forte régression qui est due surtout au fait que peut-être les enfants s'intéressent pas véritablement à l'école, ou bien peut-être le système camerounais, système d'éducation camerounais en lui-même qui n'est plus bien pensé pour les élèves. Quelle est ta lecture sur ce sujet-là? Tu as posé, on va dire, un peu beaucoup de questions. Donc, si je vais revenir sur la question principale, qui est celle de qu'est-ce que je pense du niveau euh, de nos jeunes frères. De nos élèves, oui. Honnêtement, oui, j'aimerais toujours distinguer un peu deux cas. On va d'abord dire que de manière générale, on ne va pas se mentir que le niveau a baissé. Mais ça, c'est, voilà, de manière générale, c'est le cas. Quand on faisait les classes de séries scientifiques, quand on regardait les épreuves qu'on donnait à nos devanciers, on se rendait bien qu'à l'époque, le niveau était vraiment de bonne facture. Et après, les différents livres ont changé, que ce soit maths, physique, chimie. Les chapitres aussi ont été fortement réduits. Donc, du coup, on s'est quand même rendu compte, après nous, que le niveau aussi avait également un peu baissé. Il y a Landry, je crois, qui a parlé même des notes de délibération. C'est également une marque pour expliquer ou bien qui montre le faible niveau aujourd'hui. Mais là où je voulais différencier les deux, car ça ne veut pas dire que tous les Camerounais, de manière générale, sont devenus faibles. Parce que si vous prenez les différents concours de grandes écoles, par exemple comme Polytech X, vous trouvez toujours des Camerounais. Donc le niveau général, c'est ce que je veux dire, a baissé. Mais ça ne veut pas dire que, comment avait dit ça, que nous sommes tous devenus des idiots, entre guillemets. Donc il reste quand même de, de bons élèves sur qui nous pouvons compter pour relever le niveau de notre niveau scolaire. Mais donc, quand je disais de manière générale, ça, par exemple, c'est factuel, hein. Si vous prenez même nos jeunes frères qui ont fait les séries littéraires, quand quand ils t'envoient, ils t'écrivent un message, voilà, tu te dis, mais même les bases n'y sont plus, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un problème général. Mais j'ai envie de te dire, Sylvie, qu'est-ce que tu peux attendre, par exemple, d'un ministre qui a passé plus d'une vingtaine d'années à la tête de ce même ministère. Nous avons parlé de tout ce qui est le LMD. Moi, j'ai participé, je faisais partie on va dire comme ça, des premières promotions du LMD. Bon, je n'ai jamais Mhm. compris ce que ça voulait dire, ce à quoi c'était destiné. Bon, Aujourd'hui, ils on nous ont te dit que c'était parle de... licence, master, doctorat. Ça Oui, remplaçait le DUG qui était le diplôme d'études universitaires générales et après, ça d'accord, remplaçait la maîtrise. et Et après, après, justement. moi j'avais fait ce qu'on appelait à l'époque licence professionnelle, mais après, ça n'avait rien de professionnel, la licence que j'ai faite. Donc, mais en fait, il y avait l'intitulé, très bien, mais dans les faits, il n'y avait rien. Bon, après, Aucun suivi. comment? Aucun suivi dans le sens de la professionnalisation de Non, l'étude aucun, que tu as eu à faire. du tout. Mais après, ce soir, je relativisais. Ça veut dire que même quand nous avons eu la chance de quitter le pays, d'aller à l'extérieur, nous avons quand même senti que bon, le niveau était quand même, tu vois, le niveau n'était pas bas. On- voilà, au début, on avait des difficultés, mais rapidement, à force de travail,
On Vous avez voilà, maîtrisé. on rentrait très vite dans le bain. Au niveau des matières scientifiques, maths, physique, chimie, honnêtement, on était plutôt de bon niveau. On avait beaucoup plus de difficultés sur le maniement de l'outil informatique parce que, en général, nous, quand on terminait les études, ce n'était pas un outil qui nous était familier. Donc, on découvrait ça, on va dire comme ça, à l'université et tout. Mais sinon, au niveau de ce qu'on appelle couramment les matières de base, ça allait. Donc, c'est pour ça que j'essaye plutôt de nuancer. C'est-à-dire que je reprends un peu le terme de MT de sa chronique. Il faut voir le verre, il est à moitié plein ou bien on peut le voir à moitié vide. Mais ce n'est pas totalement vide, en fait. Il ne faut pas aussi euh, prendre une lecture où on pourrait faire croire que notre niveau scolaire est carrément, voilà, est Tu n'es carrément, pas. qu'il est carrément bas. Ça, je dirais que ce n'est pas vrai. Si vous regardez chaque année Mhm. les concours d'entrée comme une école d'élite comme Polytech X, vous trouvez toujours au moins deux Camerounais Un ou deux minimum. Camerounais. Minimum. Oui. Donc, je veux dire que le niveau n'est pas comme donc on peut faire mieux, on doit même s'améliorer par rapport à ça. Mais il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, il y a quand même de bonnes Oui. choses qui ont été faites. Il y a des choses sur lesquelles on peut continuer à travailler et on peut justement s'améliorer maintenant sur d'autres aspects comme l'auto-entrepreneuriat ou bien une véritable professionnalisation. Parce que quand je regarde, par exemple, j'ai vu plein de reportages où on vous montre des docteurs PhD qui font des seconds métiers de la débrouillardise. Bon, à ce niveau-là, ça me heurte un peu parce qu'on se dit ce n'est pas normal un doctorant de ce niveau, PhD, surtout dans des Des domaines docteurs, même scientifiques. pas des doctorants, des docteurs qui vendent des beignets à Tian. Il y a Exactement. eu un reportage dans plusieurs chaînes de C'est télé où un c'est pour docteur ça vendait des beignets. Il n'est c'est pour pas ça que le je dis que seul. ça me heurte parce que un docteur dans un domaine scientifique, ce n'est pas normal qu'on le retrouve dans ces conditions-là. Donc, ça veut dire que dans la formation, il y a quelque chose qui a manqué. Et ce quelque chose-là, pour moi, une partie de cela, c'est l'auto-entrepreneuriat. Comment avait dit ça, c'est des modules qu'on peut rajouter dans la formation de nos jeunes pour leur faire comprendre que, in fine, ça ne sera pas toujours être recruté dans la fonction publique. Nous avons beaucoup de diplômés. La fonction publique, pardon, ne pourra pas nous absorber tous. Il faudra créer voilà, des capitaines d'industrie et ils viendront aussi de nos écoles. C'est ce qui se fait ailleurs. Il suffit que nous copions aussi ce bon exemple-là. Donc, d'entrée de jeu, voilà un peu ce que je pourrais dire, cette VK sur la thématique. MT, merci déjà pour ta chronique qui a lancé le débat et qui a ouvert les hostilités. Alors, justement, j'aimerais savoir, et tu le disais, tu le relevais, cette puissance que les réseaux sociaux ont au niveau des jeunes aujourd'hui. Est-ce que tu penses que à l'origine de cette petite décadence que l'on observe au niveau de nos résultats, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter ou encore les autres plateformes, ça peut avoir eu un impact sur la qualité de leur rendement? Merci beaucoup de me repasser la parole. Je dirais que oui, les réseaux sociaux ont un gros impact négatif, parce qu'il faut le souligner, négatif sur l'apprentissage des élèves et tout. Parce que déjà, on a le concept des influenceurs, ceux qui montrent, qui présentent une vie qui n'est pas toujours réelle. Et ces jeunes-là qui sont ébahis par ça et qui veulent à tout prix ressembler à ça. Donc, on entre dans une sorte d'admiration et on veut à tout prix gagner de l'argent pour pouvoir imiter cette vie-là. À part ça, on a les harcèlements, les cas de harcèlement sur les réseaux sociaux où certaines personnes sont traumatisées, troublées. J'ai connu deux personnes, deux élèves qui ont été harcelés sur les réseaux sociaux et qui ont fait presque 3 mois sans aller à l'école. Donc, je crois que les réseaux Mais sociaux en dehors des influencent réseaux sociaux, plus hein, MT, négativement. il y a aussi, sans te couper, hein, c'est juste pour mettre de l'eau à ton moulin et te relancer. On a observé justement, je pense aussi Landry a évoqué ça dans son propos,
la, la baisse vraiment drastique au niveau, par exemple, des textes que les enfants écrivent. Même quand un enfant écrit une lettre de motivation pour un emploi, même quand ces mêmes jeunes, quand ils sortent et qu'ils veulent faire une demande de stage, on se dit, mais est-ce que c'est possible qu'un enfant qui dit avoir un baccalauréat A, donc un baccalauréat littéraire de surcroît, ne puisse pas connaître même la différence entre SI, CI, c'est-à-dire voir à quel point la lacune est encore très grave. Est-ce que les réseaux sociaux aussi ne participent pas à affaiblir et on devrait peut-être pas mieux contrôler ces choses-là pour les enfants? Non, non, honnêtement, je crois que les réseaux sociaux aident beaucoup dans ce sens-là. Bon, pour ceux qui veulent bien les utiliser, bien sûr. Moi, je suis des influenceurs qui donnent des leçons de français. Donc, c'est Mhm. justement pour rejoindre le copanéliste qui disait que les parents, qu'est-ce que les parents font de cette orientation-là? C'est la question Mhm. qu'il faut se poser. Parce que avec un téléphone, on peut adapter son clavier de sorte à apprendre de nouveaux mots, à bien les écrire et tout ça. D'ailleurs, même que sans arriver au niveau des réseaux sociaux, il y a aussi les enseignants. Parce que je tiens des enfants en littérature pendant ces vacances-ci et le niveau de français est catastrophique vraiment. Et quand je leur demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce niveau-là? Ils disent non, c'est la maîtresse qui nous a dit qu'on dit ça, qu'on écrit ça comme ça. Et puis, et je dis, mais la maîtresse, si ça part de la racine, c'est mauvais, c'est pas bon du tout. Donc, où se situe exactement le problème? C'est la grande question à laquelle on aimerait vraiment avoir aussi des réponses. On va faire un dernier tour de table en commençant par Joël, avec qui on a ouvert tout à l'heure. Et justement, Joël, est-ce que tu penses qu'au niveau de la formation entre les enseignants et les élèves, il y a la démission quelque part d'un des deux? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les élèves qui n'adhèrent plus à ce que disent les enseignants, ou bien c'est simplement les enseignants avec justement peut-être le mouvement OTS, les autres grèves qui sont en cours, qui parcourent et qui participent à la mauvaise formation de nos enfants? Bon, ce n'est ni l'un ni l'autre. Les deux sont certes les maillons de la chaîne éducative, mais les deux également sont victimes du système en place. Parce que je vous dirais une chose, est-ce que les enseignants font leur travail autant que faire se peut? Je suis enseignant dans une autre vie. On parle aujourd'hui des APC. Parlons-en. C'est un système qui aurait dû rendre les enfants aptes à résoudre les problèmes de leur quotidien. Ça voudrait dire, quand on parle des mathématiques, quand on parle de l'histoire, quand on parle du français et autres, il s'agit de contextualiser. On t'a un peu perdu, Joël. On a la peine à t'écouter. Euh, Landry, peut-être le temps de récupérer Joël. Sûrement, il a un petit souci avec son téléphone. Est-ce que Landry nous suit? Oui, 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 c'est le cas, je suis là, je vous suis. Alors, justement, la question est pratiquement la même qu'avec Joël. Est-ce qu'il y a des solutions que l'on peut apporter à notre gouvernement pour pallier à cette affaire de mauvais résultats? Vraiment, vous parlez de solutions, mais il faut refaire toute la gouvernance. C'est toute la gouvernance nationale dont il faut refaire. Ce gouvernement a déjà prouvé il est incapable de gérer. Tout va de travers. Les politiques financières sont moribondes. Les politiques de gestion de l'État, l'agriculture, c'est mauvais. Les financements, c'est mauvais. Euh, Même dans l'éducation, ça transparaît. Mais vous pensez quoi? Il faut refonder. Il s'agit d'une question de refondation de la société. C'est de ça dont il est question. Si vous ne pensez pas à la refondation d'un système éducatif, d'un système financier qui encadre l'éducation, d'un système gouvernemental qui protège l'enseignement, mais on peut arriver nulle part. C'est justement ça dont il est question. Tout est à refaire.
tout est à refaire, CVK. Vraiment, je suis désolé, mais tout est à refaire. Parce que quand vous voyez la vitesse de croisière que la mauvaise gestion de ce pays a pris, et que vous voyez à quel niveau est-ce que ça transparaît, ça déteint directement dans l'éducation, ça veut dire que c'est toute une génération de ce pays qui va se retrouver, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans ce pays en train d'administrer dans une génération de personnes qui ne comprennent absolument rien, qui ne pigent absolument rien, parce qu'ils ont, l'éducation a été fauchée. Hein. Et vous croyez, c'est comme vous voyez, il y a eu une révision constitutionnelle qui a conduit au poste de vice-président. Des bacheliers qui ne savent même pas écrire un bonjour, mais vous pensez qu'avec ces personnes-là, les dirigeants du futur, ils feront quoi de ces gens? Ils feront quoi de... C'est tout le système qui a refait CVK. Moi, je peux vous le dire comme ça de manière sèche. C'est tout le système qui a refait. En tout cas, je comprends très bien, hein, Landry, tout ce système qui a refait. Chicharito, est-ce que pareillement à Landry, tu penses que on devrait penser à recommencer tout, ou bien on a atteint quand même un niveau où il faut pas, tu as dit on va pas jeter même ce qui est bien fait, parce que même dans ce tout est à refaire, il y a quand même du bon. Et est-ce que tu penses, hein, à ton niveau, que le but serait de soit reformer les enseignants qui forment les élèves, ou bien donner un autre mindset à nos élèves avant qu'ils ne quittent la maison même pour aller prendre les cours? Euh, bon, comme je l'ai précédemment dit, hein, c'est le cas, on ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il faut recommencer à zéro. C'est, comment on avait dit ça? Je n'aime pas trop ces phrases-là. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver quelque part, on vous a bâti un bâtiment, même si vous estimez qu'il est imparfait, vous ne le détruisez pas totalement pour le rebâtir. Ça veut dire que vous allez encore prendre énormément de temps, sauf si vraiment vous estimez que la formation camerounaise est vraiment nullissime. À ce moment-là, oui. Mais moi, j'estime que la formation n'est pas catastrophique. Quand il s'agit des questions d'actualité, des questions républicaines. Besoin peut-être de repartir sur certaines bases et de, et de, et d'améliorer ce qui a déjà été fait. Par exemple, on a parlé des réseaux sociaux. Si vous regardez, par exemple, j'écoute souvent, si on parle par exemple de TikTok. Vous savez, par exemple, et ce problème-là, il ne se pose pas seulement au Cameroun, il se pose dans pratiquement tous les pays. Vous voyez, par exemple, que le TikTok qui est utilisé en Chine n'est pas le même qui est utilisé dans le reste du monde. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans certains pays, on Exactement, considère... exactement. On a l'impression que ces deux réseaux sociaux Non, complètement différents une fois ce qu'on n'est pas une est à la Chine. impression, ce n'est pas une impression, c'est deux réseaux totalement différents. Ce n'est pas la même chose. Il y a des contenus que vous retrouvez sur TikTok, que ce soit au Cameroun. Les algorithmes qui sont envoyés vers l'Afrique, on a l'impression qu'ils sont totalement différents de ceux qui sont, en fait, l'Afrique et l'Europe, l'Occident en tout cas, est totalement Non, ce n'est différent de pas. ce qui nous est envoyé du côté de l'Afrique. C'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que celui qui est utilisé en Chine est différent de celui qui est utilisé ailleurs. Ce n'est pas du tout la même chose. En interne, il y a un certain nombre de contenus qui sont totalement interdits, mais que vous pouvez retrouver dans le même TikTok, mais dans d'autres pays. Par exemple, je suivais en Europe, par exemple, on essaye de légiférer pour interdire les réseaux sociaux à partir d'un certain âge. C'est-à-dire, par exemple, que si l'enfant a, par exemple, moins de 15 ans, on lui interdit les réseaux sociaux. Certaines personnes estiment que ça entrave la liberté d'expression et tout ce que vous voulez, mais c'est parce qu'on se rend bien compte, même en Europe, ainsi de suite, que le niveau des enfants régresse. Et avec les développements comme l'intelligence artificielle, ça va encore s'accentuer ce gap-là. Pourquoi? Parce que déjà avec les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes sont partisans du moindre effort. Si maintenant vous leur ajoutez quelque chose comme l'intelligence artificielle, ils feront encore moins d'efforts. Donc, je montre ces exemples-là pour indiquer que dans certains pays, ça a déjà été, on a déjà pris conscience de ce mal-là et on essaie déjà de le traiter. Bon, maintenant, au Cameroun, de notre côté, vous voyez bien que personne ne fait rien. Quand j'étais jeune, mon premier téléphone, je l'ai eu quand j'ai passé le bac. C'est à ce moment-là qu'on pense à avoir le téléphone. Aujourd'hui, vous voyez les gamins de sixième
qui ont déjà des iPhones. Donc, la mentalité a 10 ans, complètement 11 ans, changé. 10 ans, 11 ans, une fois qu'ils ont le CEP, Une fois généralement, qu'ils les ont le parents CEP, leur ils ont achètent déjà un les téléphone. téléphones. Oui, la mentalité a Et, ils ne, complètement et les, changé. les dix parents ne contrôlent pas ces téléphones, en fait. C'est là où je voulais encore en venir. Maintenant, c'est pour ça que le problème, malheureusement, on le dit dans quasiment tous nos débats, le problème ne peut pas être traité de manière sectorielle. C'est c'est un, c'est un problème de gouvernance. Quand, par exemple, vous avez un parent, pardon, qui doit nourrir sa famille, qui doit multiplier 2, 3, 4, 5 métiers, vous ne pouvez pas lui demander. Humainement, ça ne sera pas possible d'être à la maison pour suivre ce que fait son enfant. Ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi donc la qualité de notre rémunération. À une certaine époque, ça a complètement changé, mais on avait un parent qui sort et qui va aux occupations et un autre qui est à la maison. Généralement, c'était la maman qui est à la maison pour nous suivre et tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus demander, c'est quasiment impossible de demander à une jeune dame aujourd'hui de rester chez elle. Et vous ne pouvez pas, elle a aussi une carrière, elle veut aussi faire elle a aussi comment elle veut dire ça, une vie professionnelle qu'elle souhaite mener. Et donc, il faut juste trouver un bon équilibre. Mais vous voyez qu'avec le coût de vie de plus en plus cher, bon, malheureusement, les deux parents sont obligés de vaquer aux occupations et très souvent de délaisser les enfants à la maison sous aucune surveillance. Et même quand tu avais, à notre époque, même quand tu n'étais pas là, tu pouvais confier ton enfant au voisin. Bon, avec tout ce que nous avons débattu ici, vous voyez que même le voisin n'est plus fiable. Donc, vous voyez donc que c'est un problème de société générale qu'il faut régler et que ce n'est pas seulement l'éducation qui est impactée, c'est vraiment plusieurs secteurs d'activité ou bien plusieurs secteurs de notre société qui sont impactés. Et Oui, et malheureusement, ce comment n'est est-ce que vous pas... arrivez à penser que ce n'est pas à refaire? C'est justement à refaire tout ça. Quand je dis que tout est Non, à refaire, c'est parce que justement, ça a été fait auparavant. Maintenant, aujourd'hui, voilà. on a pris une direction que personne ne saurait apprécier. C'est pour ça qu'il Non, faut refaire, il faut passer à non, la non, il ne faut refondation. pas. Quand par exemple, on dit qu'aujourd'hui on fait l'enseignement par APC, bon, il suffit de revenir au système précédent. Donc, on n'a pas besoin de tout refaire. Il suffit de revenir au secteur, à l'enseignement précédent qui se faisait. Parce que quand on dit tout refaire, ça veut dire que tout ce qui est là actuellement n'est pas bon. Il faut enlever et recommencer. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui Oui, sont déjà justement, en à place. recommencer là où on en était. On était Ah à bah un voilà, système oui, on est éducatif qui, d'accord. Donc, c'est-à-dire, on revient à un point. Donc, parce que quand vous dites voilà, on revient à un point précis là, nous sommes où d'accord. les choses Non, non, semblaient être bien faites. là, nous sommes d'accord. Parce que quand vous dites qu'il faut D'accord? tout recommencer, on semble comprendre que, voilà, il faut jeter l'eau avec le bébé, l'eau avec, voilà, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors que moi, ce que je pense, c'est que, OK, peut-être que l'eau est un peu sale, mais on ne va pas jeter le bébé aussi. On conserve le bébé et peut-être avec l'eau, on met une nouvelle eau et à ce moment-là, on peut continuer à laver le bébé. Il sera plus propre. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais dire, c'est le cas. Voilà, voilà qui est dit, voilà. Le micro n'était pas ouvert. Voilà qui est dit donc. Mesdames et messieurs, on va sans doute clôturer cette thématique. Et la première avec cette sortie de Chicharito. On va continuer notre sujet, sur d'autres sujets, pardon. Vous nous écoutez sur Spotify, vous nous écoutez sur Apple, vous nous écoutez également sur YouTube Podcast ou même encore sur notre plateforme www.237story.net. C'est votre débat, c'est l'épisode 10 de la saison 4. Voilà. Et on va parler de politique aussi aujourd'hui. Et surtout, on va parler d'un sujet qui fâche quand il s'agit du Cameroun. Je vous le disais à l'entame de mon propos, c'est donc un débat qui est assez vieux, mais quand même qui a toujours un petit goût d'actualité quand on ramène sur la scène. Surtout que tout récemment, le ministre de l'économie a demandé à ce que les Camerounais de la diaspora puissent s'apprêter à fournir un peu plus de 2 000 milliards, ce qui pourrait permettre de renflouer non seulement les caisses de l'État, mais surtout, ça pourrait donner de l'allant à notre économie parce qu'il faut l'avouer, l'économie camerounaise actuelle est vraiment au plus bas de sa forme et le gouvernement cherche un peu de partout les moyens pour pouvoir avoir de l'argent. Et justement, c'est où le bas blesse parce que entre les autres diasporas des autres pays qui réussissent à renvoyer de l'argent
dans leurs différents pays. On parle quand même de la diaspora nigériane qui est l'une des premières avec celle ghanéenne, égyptienne et tout ça qui réussissent à renvoyer de gros sous dans leur pays. Le Cameroun fait partie des nations et dont la diaspora fournit le moins d'argent pour des questions vraiment des plus basiques. Ces questions, on va essayer de les poser d'abord à Chicharito qui avait la parole tout à l'heure et qui est très bien placé pour répondre à la première question. On espère que AG qui va nous écouter ou qui peut-être nous rejoindra ou même encore Joe pourront donner leur avis, même en commentaire sur nos différentes plateformes. Alors, Chicharito, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on demande un peu trop à la diaspora camerounaise? Est-ce qu'elle peut être une force de proposition en même temps aussi? Merci Cédric pour la question. Quand tu dis que je suis bien placé pour répondre à la question, je suis juste placé. Donc, comme tous ceux qui sont sur le panel, nous sommes placés pour répondre à la question, Oui, pas oui, bien bien placé. sûr, Je suis bien sûr. placé. Bon, D'accord, je maintenant, corrige. je vais essayer de répondre à ta question en tant que Camerounais qui vit la situation. Vous D'accord. En fait, avez... tous les Camerounais vivent la situation en réalité. Oui, oui, oui. Donc, je vais juste donner mon point de vue comme un Camerounais qui a vu que nous avons organisé le grand dialogue national, où il y avait Voilà. une commission qui s'occupait des Camerounais de De la l'étranger, diaspora. de la diaspora, Exactement. où on a fait des recommandations. On a pris les recommandations, on a déposé à la poubelle. Nous sommes le grand dialogue, tu me rappelles, 2019, c'est ça? Oui, c'était juste après les événements les événements qui ont eu lieu dans le Nord-Ouest. Il y a eu cette envie de repartir à zéro. Et je pense que c'est justement autour de 2019. J'ai pris la date exacte. Disons, ça fait au moins 5 ans. Depuis Oui, là, rien n'a été fait. Vous avez des Camerounais, après l'élection de 2018, on a dit qu'ils ne sont plus Camerounais et qu'ils ne doivent pas s'intéresser à ce qui se passe au Cameroun, que ça ne les concerne pas. Vous avez des Camerounais qui ont voulu s'inscrire sur les listes électorales pour l'élection de 2025. On leur a dit, il vous faut maintenant un titre de séjour pour vous inscrire sur une liste électorale. Une façon de dire quoi? Que les choses du Cameroun ne doivent plus vous concerner. Ces personnes ont été exclues. exactement. Vous avez des Camerounais qui, pour des besoins que je ne veux pas, que nous connaissons tous, ont pris d'autres nationalités. On pris une nationalité étrangère qui aujourd'hui doivent payer un visa. Et un visa qui ne coûte pas, c'est vraiment un visa très, très coûteux pour rentrer chez eux, pour revenir chez eux voir leur famille. Et donc, tous ces Camerounais-là, moi, je me mets à leur place. Et je me pose aussi une autre question. Nous sommes dans un pays où ceux qui nous dirigent ont déclaré avoir vendu 22 kilos d'or. Alors que, je crois, ils ont déclaré 22 Dubaï. kilos, Alors que alors Dubaï qui achète l'or en question déclare avoir reçu plusieurs des tonnes. je crois que c'était 15 tonnes. Or, ils ont Oui. déclaré 22 kilos. Bon, une fois que j'ai posé ainsi le débat, vous pouvez trouver qui de sensé qui va venir s'impliquer dans quelque chose comme ça. Bon, C'est maintenant, un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. ils ont maintenant expliqué qu'il y avait la diaspora qui revendiquait tout. C'était une diaspora paresseuse qui ne travaillait pas. C'était comment ils ont appelé ça, des paresseux. Et qu'ils ont une Ils autre ont dit que la diaspora. diaspora, ils ont dit que la diaspora camerounaise, il y avait des casseurs, des casseurs d'ambassade et entre autres, hein, pour ce qui est Oui, mais ils ont aussi dit que de c'était des chômeurs. déclaration des Ils ont aussi revenus sur la promesse que parmi c'était d'éducation. des chômeurs. Et qu'ils ont aussi une autre diaspora, une diaspora travailleuse. Eh bien, moi, j'appelle donc qu'ils fassent donc leur demande à la diaspora travailleuse et qu'à la fin, ils publient les résultats de ce qu'ils ont récolté auprès Mais de cette diaspora très travailleuse. est-ce que c'est possible pourquoi se tourner vers la diaspora camerounaise pour demander 2000 milliards
est-ce que le pays ne génère pas assez d'argent à travers les investissements que l'on fait, que ce soit les différents ports en eau profonde qu'on a au Cameroun, que ce soit au niveau des différents points, des grandes structures de l'État. Il y a la SNH, on a la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures qui, elle aussi, donne de l'argent. On a beaucoup d'entreprises de l'État qui sont censées fournir de l'argent et qui pourraient renflouer les caisses. Pourquoi est-ce qu'on doit se retourner encore vers la diaspora en ce moment? Tout simplement parce que pour boucler notre budget, vous avez vous-même vu tous les jours, vous voyez comment le ministre des Finances doit se plier, doit se contorsionner pour trouver des financements. C'est le président autorise un prêt de tel milliard à l'extérieur. C'est le président autorise le ministre à demander un prêt de tel montant à l'extérieur, à tel bailleur de fonds, ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que ces prêts-là à l'extérieur, ce sont des prêts à des taux très, très élevés. Et donc, on a Ouais. déjà du mal par rapport à tout ce que vous avez cité comme entreprise, on a déjà du mal à boucler notre budget et on fait donc appel à toutes ces institutions extérieures. Et donc, ils estiment que peut-être le plus simple, ils estiment donc que peut-être le plus simple serait de, comment on avait dit ça, de faire appel à une aide extérieure de la diaspora pour essayer de financer ça et de réduire par la suite les, les intérêts de la dette et le remboursement de la dette qui sera effectué plus tard dans le budget de l'État. Moi, c'est ainsi que je vois la chose. Mais je ne pense pas que cette opération va fonctionner tout simplement parce que les pays que tu as cités, tu as parlé du Mali, ainsi de suite. Vous voyez que là-bas, la diaspora est vraiment considérée et prise en compte. Ici, la Oui, c'est diaspora vrai est qu'il y a la diaspora, en fait, elle est placée au centre de la prise de au centre décision. du Elle est développement. Il y a des impliquée dans la prise de passerelles. décision. Il y a des passerelles. Vous avez même des députés qui sont chargés des questions avec la diaspora. Chez nous, vous voyez bien que la diaspora est totalement marginalisée. Faites un tour, demandez si vous avez même de la famille, des proches qui sont à l'extérieur. Demandez-leur même comment ils sont reçus dans nos simples ambassades et consulats. Vous avez l'impression qu'on ne veut même pas vous voir dans, dans ces parties voilà, qui normalement sont censés être comme si vous revenez au Cameroun. Vous avez l'impression que vous n'êtes même pas les bienvenus là-bas. Et donc, j'ai dit ça, et quand j'ai expliqué ce qui s'est passé avec les tonnes d'or, la manière avec laquelle nos fonds sont gérés, je peux prendre le pari que cette opération ne va pas fonctionner. Et nous serons ici présents pour, comment je vais dire ça, pour débriefer la fin de cette opération-là. Mais je prends le pari qu'elle n'aura pas gain de cause. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va te donner raison, mais les jours à venir nous diront si c'est que c'est vrai ou pas. Alors, on va passer la parole également à Landry par rapport à ce même sujet, par rapport à la diaspora. Est-ce que la diaspora peut être une solution? Alors, Landry, justement, je le disais déjà, je posais déjà la même question à Chicharito tout à l'heure. Et j'essaie surtout de comprendre, est-ce que est-ce qu'elle peut être une force de proposition et de développement économique majeur, surtout dans un cadre où la double nationalité n'est pas reconnue par le Cameroun? D'accord, c'est le cas, mais je remercie beaucoup Chicharito tout à l'heure qui a fait un brillant exposé lorsqu'il a essayé de bien définir qui est vraiment la diaspora, parce il y a un contexte spécial au Cameroun où on parle de double nationalité et on sait tous que beaucoup de nos frères, nos compatriotes qui sont sortis, parfois certains pour des besoins de profession, pour d'adaptabilité même, dans les pays étrangers, ont dû se grignoter une autre nationalité. Donc, ça, ça fauche le contexte déjà au Cameroun quand on parle de diaspora. Il s'agit de qui exactement? Parce que la majorité des personnes qu'on clash de diaspora, parfois, c'est des personnes qui ont la double nationalité. Donc, quand on les observe du côté du Cameroun, on voit effectivement que c'est des personnes dont la responsabilité est devenue minime. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'ingérer aussi profondément dans les affaires de l'État, surtout sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique d'ailleurs.
peuvent pas s'ingérer de manière efficace sur le simple prétexte qu'on leur brandira cette entrave à la nationalité du fait d'en avoir une double qui viendra côté de la donne. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on demande exactement à la diaspora camerounaise? Si je, si j'en prends un peu la circonscription de Chicharito tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux des Camerounais partis à l'étranger. D'ailleurs, il y a le contexte sur la base duquel certains Camerounais se retrouvent souvent à l'étranger. Parfois, ça part d'un mal-être profond dans ce pays qui fait en sorte que les gens cherchent les voies alternatives pour pouvoir s'échapper. Ils réussissent à sortir de l'État, d'accord. D'autres pour des raisons d'études, pour des raisons de travail, d'accord. Ça élargit l'assiette. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on demande exactement à la diaspora camerounaise? À la diaspora camerounaise? On leur demande de participer au développement économique de ce pays. Alors, moi, je vais vous dire une chose, ne soyons pas naïfs. Ce que nos dirigeants demandent à la diaspora camerounaise, c'est d'envoyer l'argent. C'est d'envoyer l'argent pour que on fasse je ne sais quoi. On bombe les impôts, on affiche quoi, pour que cet argent se retrouve encore dans les caisses de l'État et pour qu'il les pille. C'est ce qu'eux, ils demandent à la diaspora. Je vous dis que le débat aurait été différent si on avait dit à la diaspora camerounaise, venez développer les entreprises porteurs de projets qui peuvent développer l'économie du Cameroun. Voilà la vraie question. Voilà la vraie doléance qu'il faut adresser à la diaspora. Mais maintenant, après avoir dit ça, que ceci soit fait, il faut simplement et préalablement aménager un climat des affaires qui soit propice de manière à ce que ceux-ci, dans les mêmes conditions où ils développent les entreprises en Europe ou partout ailleurs dans le monde, qu'ils viennent dans les mêmes conditions, je veux dire, faire du copier-coller de ces conditions-là qui sont propices pour le développement des entreprises. C'est de ça dont il est question ici. Bon, mais maintenant, est-ce que la diaspora peut développer, elle peut participer ou peut apporter un plus dans le développement économique du Cameroun, si je comprends votre question telle quelle? Moi, je dis, on a un fort potentiel. D'ailleurs, moi, je peux vous dire que jusqu'à un certain moment, je dirais même après la Première Guerre mondiale, euh, beaucoup des États que vous voyez là se sont développés comme ça parce que euh, il a fallu que, avec le développement économique le développement technologique, sur le plan technologique des États, il a fallu qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée, il a fallu qu'il y ait des sources de financement qui viennent d'ailleurs. Il a fallu que les États essayent d'enrichir leur plateforme de manière à avoir des personnes qui puissent développer des outils qui puissent aider les États à évoluer. C'est pour ça que les États comme la Chine, comme l'Allemagne, comme Israël, la Palestine, ont eu à envoyer les ressortissants de leurs dans d'autres États pour qu'ils puissent apprendre et revenir avec ce potentiel pour venir développer dans leur propre pays. Mais si déjà on a un potentiel humain hautement formé qui se retrouve ailleurs, d'ailleurs, il se dit bien, il se dit même dans des petits coins que les Camerounais sont des personnes qui sont très intelligentes lorsqu'elles sortent de ce pays. On m'aurait cité une personne, une femme camerounaise qui travaille à la NASA. On m'aurait cité des Camerounais un peu partout. Mais imaginez-vous, si ces gens-là, on réussissait simplement à produire des conditions idoines pour que ces gens viennent développer ce qu'ils ont eu à apprendre ailleurs, mais ce serait un plus. Si on réussissait à aménager un climat des affaires qui permettait que ceux qui ont le pouvoir financier, qui peuvent venir créer ici, chez nous, des industries sur le plan, si on peut même seulement prendre les industries dans l'eau, le chocolat, je sais pas quoi, les véhicules, l'automobile, la téléphonie, les machins. Si seulement tous ces jeunes-là, et il y en a, je peux vous le garantir, il y en a des Camerounais qui ont un fort potentiel dans tous ces domaines-là. Il suffit juste qu'on aménage la gouvernance de ce pays, qu'on aménage les conditions
qu'on aménage le climat des affaires. Et vous allez voir comment tous ces gens-là, mais s'il faut rester là-bas, dire à la diaspora, puisqu'elle, dans ce sens même déjà, on ne peut pas reprocher tant de choses à la diaspora, puisque la majorité de ces jeunes Camerounais qui sont partout ailleurs, ils ont des familles ici, et pour la plupart, ils s'en occupent d'ailleurs. Les chiffres de participation de la diaspora en termes d'argent transféré sont énormes dans ce pays. On parle de beaucoup de milliards. On parle de beaucoup de milliards par an. Donc, à ce niveau-là, des milliards qui ne vont pas dans la caisse de l'État. Mais cette fois-ci, l'État sollicite directement que les milliards soient versés dans sa caisse. CVK, je vous garantis que ces argents vont effectivement dans les caisses de l'État, puisque, attendez, puisque quand vous faites une transaction bancaire, vous ne pouvez pas me dire que l'État ne prélève rien dans cette transaction bancaire. Ce serait naïf. Les taxes, même sur le mobile money, les taxes sont prélevées, 4 francs sont prélevés. Justement, donc vous comprenez donc que toutes ces transactions-là, justement, une part rentre dans les caisses de l'État. Ce n'est pas un fait nouveau. Hein? Et rien qu'à partir de ça, on peut donc comprendre pourquoi est-ce qu'on peut donc commencer à se poser dans des questions. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Si, je peux vous dire une chose, c'est que si on est réussi à évaluer la participation en termes financiers, je veux dire en argent comptant, sur des transactions financières à des milliards, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on peut compter les entrées. On peut effectivement retracer les entrées de ces argents. Mais maintenant, est-ce que l'État s'offusque du fait que ces milliards-là rentrent dans les familles, les impôts ne sont pas prélevés dedans, puisque déjà on sait que la taxe financière, la taxe bancaire sur les transactions bancaires y est prélevée. Maintenant, ces argents qui se retrouvent dans les poches des Camerounais sont justement redistribués dans la société camerounaise, puisque ces gens, ils achètent de l'eau, ils achètent le téléphone, ils achètent le câble, ils achètent la nourriture, ils achètent le plantain, du poisson, et un peu partout, tout ce qui vit au Cameroun, ces gens qui utilisent ces argents. Ça veut dire que cet argent est encore, les impôts sont encore reprélevés dans ces mêmes argents. Mais que demander donc de plus? Moi, je crois que ce qu'on demande ici à la diaspora, c'est justement le fait de venir développer des entreprises porteurs qui peuvent amener un plus dans l'économie camerounaise. Et pour ce faire, c'est donc, la question ne se pose même pas. C'est un problème de gouvernance encore. Il faut toujours qu'on tombe là. C'est un problème de gouvernance une fois de plus. Parce que la question est sûrement que si on n'interroge pas la gouvernance qui favorise le foisonnement des entreprises, qui favorise l'envie de vouloir entreprendre dans un État, on sera en train de tourner en rond, CBK. D'accord. On va poser la question à Joël également pour sortir du sujet. Alors, l'opposition camerounaise, Joël, elle s'appuie énormément sur la diaspora pour son financement et sa visibilité. On a vu le cas récemment avec le PCN qui était sur tous les fronts aux États-Unis. On a vu également Maurice Kamto lors des dernières élections qui était du côté de la France pour solliciter l'aide de la diaspora. Est-ce que c'est un atout stratégique ou c'est un piège qui coupe un peu les partis politiques de la base électorale interne? Je comprends pas bien votre question. Peut-être que je vais la repréciser. Ouais. Donc, je veux dire, est-ce que le fait de se rapprocher de la diaspora camerounaise pour l'opposition, tout en sachant que la double nationalité est interdite au Cameroun, est-ce que ce n'est pas une sorte de piège? Est-ce qu'on ne peut pas simplement prendre peut-être leur force financière sans vraiment être capable de leur proposer quelque chose en retour? Bon, votre question déjà est biaisée. Pourquoi? Ce n'est pas un piège. Quand Maurice Kamto va à la diaspora, dans son projet de société, il est prévu qu'il y ait la double nationalité et sinon la multinationalité. C'est ça le projet pour lequel la plupart adhèrent. Ils n'adhèrent pas parce qu'ils vont revenir et Maurice Kamto va implémenter, s'il avait le pouvoir, ce qui est fait actuellement. Nous sommes pour la rupture. Nous pensons que la diaspora est utile pour notre société et pour qu'elle soit utile, il faut l'intégrer dans les politiques publiques. Il faut voir dans quelle mesure est-ce qu'elle peut participer. Si ailleurs, la plupart des pays se sont développés, c'était du fait de la diaspora, du fait que la diaspora ne pas se sentait intégrée. C'est pourquoi nous, au MRC particulièrement, nous pensons qu'aujourd'hui, pour que notre pays, n'est-ce pas, puisse se développer, intégrer la diaspora est un impératif.
nous avons beaucoup de savoir-faire et qui ne peuvent pas travailler pour le Cameroun parce que l'environnement ne leur permet pas. Ce n'est pas seulement un problème de double nationalité, non. Il y a un problème de confiance. Parce qu'aujourd'hui, on vous sort ce projet-là de 2000 milliards. Mais il faut vous dire une chose, beaucoup de ceux qui sont de la diaspora sont ceux qui ont la plupart du temps été abusés à l'intérieur. Ce n'est pas le premier projet qui est mis en avant. Il y avait un projet où la plupart du temps, on disait qu'il fallait contribuer pour construire les logements sociaux et tout ça. Il y en a là, qui sont investis et qui ont été abusés, qui n'ont eu que leurs yeux pour pleurer après. Combien de cette diaspora-là ont essayé et l'environnement n'a pas permis et la plupart du temps ont perdu beaucoup d'argent et ont fini par abandonner. Donc là, je crois que ce que le régime essaie de faire, c'est de s'attirer, je dirais quoi, la sympathie de la diaspora, mais la réalité est que Oui, les bonnes grâces, en fait. la diaspora n'est pas dupe. Ils savent qu'avec ce système, tout ce qui se rapproche de ça, c'est pour se compromettre. Ce n'est pas un système qui a pour vocation à développer quoi que ce soit. Bien au contraire, ils tiennent la diaspora à distance. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ils ne sont méritants de rien. Et quand vous avez un peu de mérite, vous n'allez pas accepter avoir affaire à n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais dire par là? Imaginez, vous êtes un ingénieur bien formé dans Polytech France et consorts. Vous avez un bon projet que vous allez mettre sur la table pour développer un secteur. Quand vous allez arriver au Cameroun, aller dans un ministère où vous avez peut-être eu votre entreprise qui doit voir le jour, quelqu'un va vous dire, pour que votre projet, n'est-ce pas, prenne corps, il faudrait que je sois actionnaire de votre projet sans investir quoi que ce soit dans votre projet. Vous pensez que, ayant votre savoir, ayant vos moyens pour mettre en place votre entreprise, vous allez accepter ça? Bien sûr que non. Et justement, C'est un peu difficile quand même. Généralement, on ne va pas accepter. Non, on va même accepter, mais les conditions dans lesquelles on va vous mettre vont vous empêcher de pouvoir faire quoi que ce soit et vous allez finir par abandonner parce que vous allez vous rendre compte que vous tournez à perte. Et ce n'est pas seulement la diaspora, Oui. même les autres qui ne sont pas camerounais. Combien, n'est-ce pas, sont sérieux? Une entreprise vraiment sérieuse vient s'implanter. La plupart de ceux qui viennent, c'est parce qu'ils sont dans la mafia. Les Chinois qui ont les entreprises de BTP, la plupart du temps, ils viennent construire les prêts consentis par leur banque. Et justement, les conditions, c'est quoi? Vous voulez tel bâtiment, c'est nous qui construisons. Et ils récupèrent en quelque sorte l'argent qu'ils vous ont emprunté et que vous aurez à rembourser. Donc, c'est ça ces conditions. Parce que c'est vrai qu'ils fournissent en même temps la main de fouet. Voilà. Non seulement la main d'œuvre, mais la matière première, tout ce qui est utile dans la construction, c'est eux qui équipent. Vous avez vu par exemple l'immeuble de siège de l'Assemblée nationale. Au-delà de construire, c'est eux qui équipent entièrement l'immeuble. Et vous pensez que tous les équipements-là viennent d'où? Bien entendu, de chez eux. Ce n'est pas ici qu'on fabrique les sièges sur lesquels les députés s'asseyent. Ce n'est pas ici qu'on fabrique tout le reste des fers et autres. Tout ça vient de chez eux. Donc, ils vous donnent de l'argent, ils vous disent faire un don, mais l'entièreté, n'est-ce pas, de ce qui est utilisé vient de chez eux. Si ce n'est le ciment qu'on prend ici. Donc, vous vous rendez compte qu'ils vous donnent avec la main gauche, ils reprennent totalement l'entièreté avec la main droite. Donc, pour la diaspora, de un, cette diaspora-là, à qui on tend la main, n'a pas du tout confiance à ce régime. Ça s'est manifesté à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ceux qui peuvent avoir à investir, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui sont déjà compromis et qui, la plupart du temps, n'ont pas les moyens nécessaires. Des gens sérieux ne peuvent pas mettre de leur argent dans ce que ces gens disent. Donc, c'est un projet pour juste faire du tapage, mais qui n'aboutira à rien. Donc, c'est ce que je peux dire sur la question et vraiment, c'est des projets, c'est des sujets inutiles qui ne vont pas avoir une plus-value dans notre environnement. Et comme malheureusement, c'est, on a peur parce que tu as raison. Je t'écoute. Je disais tout à l'heure, quand vous avez des gens qui ont une vision, ça voudrait dire, on parle par exemple des grands projets structurants. On dit aujourd'hui, on vous met en place la reconstruction de la Sonara. On dit, bon, en
investissant dans la Sonara, vous aurez peut-être des parts. Bon, vous pouvez voir. Donc, il faut d'abord commencer par répertorier les grands projets qu'il faut développer. Et il faudrait que ceux-là qui vont venir investir sentent la viabilité de ces projets. Mais si les projets sont gérés comme la plupart de nos entreprises, je crois que vous êtes au fait de ce que le professeur Bioueli fait ces derniers temps, où vous vous rendez compte que la majorité des entreprises camerounaises ne sont pas du tout Il est directeur. performantes. Au-delà des C'est que les directeurs, directeurs sont illégaux. Ils sont même illégaux pour la plupart. non, son travail va au-delà des directeurs, son travail va même au niveau des performances. Et on dit que la Mhm. plupart de ces entreprises aujourd'hui sont déficitaires. Donc, vivent du fait que le gouvernement injecte de l'argent pour qu'elles puissent continuer de tourner. Mais de ce que la productivité tend vers zéro. Ne produisent rien, mais absorbe le peu qu'il peut avoir. Voilà pourquoi, quand vous avez même un peu, c'est encore pris pour faire fonctionner les entreprises qui, en fait, devraient avoir à produire pour injecter dans l'État. Mais c'est chaque jour l'État qui injecte. Comme on prend comme aujourd'hui, n'est presque pas fonctionnel. On prend les aéroports du Cameroun. Là encore, c'est autre chose. Cameco, qui, on pourrait dire, a jamais fait Sociocam, de dépenses. pareil. Voilà, Sociocam et ainsi de suite. Et justement, quelle entreprise vous pouvez prendre en exemple pour dire que non, il faudrait que cette entreprise peut fournir à l'État. L'État aujourd'hui ne fonctionne pas, tout est en arrêt. Les petites niches qui sont les impôts, on va asphyxier les Camerounais. Les douanes, là encore, vous avez été au fait de ce qui s'est passé dans les disputes entre le directeur du port autonome et le ministre qui doit décider de quoi. Bref, il y a un mélange, un foutou qui fait en sorte que on va dire que nous ne sommes plus gouvernés du tout. C'est chacun qui est petit roi où il est et il fait du Cameroun ce qu'il veut. On dirait que les uns et les autres sont à la compétition de qui va puiser le plus parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet de la diaspora. D'accord. Peut-être pour préciser pour nos auditeurs, simplement dit que, justement, comme Joël le dit, la référence par rapport au professeur Viviane Ondoa Biolé qui abat un gros travail. Elle a commis un rapport il y a quelques jours encore qui montrait justement le bon fonctionnement, plutôt le très mauvais fonctionnement de nos entreprises publiques au Cameroun. Et on voit que je suis resté sur le pan des directeurs généraux qui sont illégaux depuis parfois certains plus de 25, pratiquement 30 ans pour d'autres, et qui sont en poste sans que, malgré que la loi dise clairement qu'ils ne devraient plus être là, même malgré les réformes de la dite loi, et je remercie Joël pour avoir relevé d'autres pans de ce que je n'avais pas lu dans ce rapport-là. On va parler d'autres choses à présent pour terminer notre podcast de ce jour, mesdames et messieurs. On va parler en troisième sujet des immeubles à risque et des drames dans la ville de Douala. Il y a quelques jours encore, je pense que c'était le 10 au 11 juillet, je le disais en début d'émission, il y a un immeuble qui s'est effondré du côté de Bonamoussadi, c'est dans la ville de Douala. 6 Camerounais y ont perdu la vie et on se rend compte que l'immeuble en question était sous scellé de la mairie et de la communauté urbaine qui a dit clairement qu'on ne devrait plus y habiter. Mais malheureusement, il y a certains compatriotes qui ont trouvé bon d'aller y vivre encore pendant près de 4 ans après que le scellé a été posé. Rappelle quand même, dans la ville de Douala, depuis quelque temps, il y a des immeubles qui sont détruits. Une fois que la mairie juge de la communauté urbaine juge de la dangerosité de ceux-ci, ces immeubles-là sont détruits. Mais il y a toujours des Camerounais qui iront habiter quelque part où c'est marqué ne pas résider ici. Alors, ça nous permet donc une thématique tout entière de chercher à comprendre quelle est la raison pour laquelle les Camerounais veulent se donner la mort, parce que c'est la seule manière avec laquelle je peux définir cette envie d'aller vivre quelque part où c'est interdit. Alors, la question peut-être à toi d'abord, Chicharito. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que malgré une interdiction formelle d'aller dans un immeuble qui est délabré, des jeunes, des Camerounais aillent toujours vivre et perdre la vie chaque fois? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un immeuble s'effondre, que ce soit à Douala ou bien ailleurs au Cameroun. Est-ce que on a la certitude que l'immeuble était délabré? Oui, on a la certitude parce que la mairie le maire de Douala le maire de cette communauté-là a pris la parole pour dire clairement que ces éléments avaient déjà fait une descente sur le terrain depuis plus de 4 ans même.
Oui, pour oui, dire que ben, cet immeuble fait partie de ceux qui vont être détruits. Il y en a plusieurs qui sont comme ça dans cet état-là. oui, je sais pourquoi je parle de ça, parce que peut-être que l'immeuble a été scellé, comme tu dis, peut-être parce que le propriétaire n'avait pas obtenu au préalable un permis de bâtir. Et Non, que non. peut-être En fait, en... les bâtiments, ils sont vétustes. Oui, Le truc, c'est qu'ils sont vétustes. Et avec les fortes pluies qu'il y a eu récemment dans la ville de Douala, les bâtiments sont encore moins solides. Et c'est ce qui peut avoir causé l'effondrement de ceux-ci. Même les survivants ont reconnu que c'était interdit d'y vivre. C'est-à-dire, même les suivants disent, oui, on savait qu'on ne pouvait pas vivre là, mais nous sommes quittés de nos villages pour venir nous battre en ville. On est parfois obligé de trouver un endroit comme ça pour dormir. Malheureusement, la mort les a ok, rattrapés pour donc certains. si du coup l'information est Non, comme elle est si tu confirmée. l'as, Ce voilà, n'est est pas donc un doute, elle est confirmée. confirmée. Voilà, c'est comme l'information est donc confirmée, tu demandes, la question que tu as posée, c'est de savoir pourquoi certains Camerounais, donc, malgré le fait que le bâtiment soit vétuste, prennent quand même le risque d'y vivre. J'ai Le envie de te risque dire d'aller que habiter dans ce genre d'habitation. j'ai envie de te dire que moi, à ce niveau, je n'arrive pas à me l'expliquer. Parce que c'est vrai qu'on on dit couramment que le Camerounais aime le goût du risque. Mais j'ai envie de dire que là, le risque est quand même assez démesuré. Le risque est très grand. Donc, voilà, pour ne pas être très long, j'ai envie de dire que à ce niveau, le risque a vraiment été très grand. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parce qu'on a aussi, en dehors des mairies qui font ce travail-là, nous avons quand même des chefs de quartier. Vous savez que je dis souvent ça, lorsqu'un opposant veut tenir une réunion, même s'il est dans son domicile, très vite on dépêche, on est possible de dépêcher les agents les forces de l'ordre pour empêcher la tenue de la réunion. Parfois même, ta manifestation est interdite en amont, parce que d'après ce ils nous disent très souvent, c'est qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Nous ne comprenons non pas Qui pourquoi disait que ce lorsqu'il sera s'agit... dangereux. Non, parfois ils disent même que les autorités ont les informations que nous n'avons pas. Donc, c'est-à-dire que vous programmez une Mhm. réunion dans 2 semaines, ils vous l'interdisent en vous disant que non, on a des informations que vous n'avez pas. On sait déjà ce qui va se passer dans 2 semaines. Donc, on préfère vous l'interdire maintenant. Et la question que je me pose toujours, c'est pourquoi ils n'ont jamais les informations en amont aussi, que les immeubles comme ça vont s'effondrer et rapidement intervenir et mettre ces personnes-là à l'extérieur pour épargner leur vie. Donc voilà, à ce niveau aussi, j'ai envie de dire que c'est un peu comme la plupart de nos sujets que nous mettons en débat, hein. C'est toujours un problème de gouvernance. Ailleurs, dans certains pays qui se respectent, lorsque tu enfreins la loi, tu es sévèrement puni, même si ce n'est pas une amende. C'est-à-dire que si l'autorité est passée une première fois et que vous y avez toujours, vous résidez toujours, le propriétaire est soumis à une amende pour le dissuader. Et s'il continue, parfois ce qu'on fait, j'ai vu, il y avait des images une fois, il y avait même eu des personnes à, je ne sais plus comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom de la ville, mais je crois que c'était toujours à Douala là-bas, où on est venu Mhm. carrément les casser. On fait aussi ça très souvent. C'est-à-dire que pourquoi dans ces situations-là où c'est vraiment dangereux, pourquoi au lieu de poser les scellés, on ne procéderait pas immédiatement à une casse définitive? Pourquoi on ne ferait pas ça? Donc j'ai envie de dire que peut-être il faut aussi Super arriver bonne question, hein. à ces Super bonne question. situations-là. Pourquoi poser des scellés alors qu'on pourrait casser tout Alors qu'on simplement? pourrait Peut-être démolir qu'on tout on va simplement. peut-être voilà, peut-être on va poser la question à Joël pour peut-être prendre son dernier avis son premier et dernier avis sur ce sujet-là. Alors, Joël, il y a de plus en plus de maisons qui sont vétustes dans certaines villes au Cameroun, mais on sait bien qu'elles doivent être détruites. Parfois, même les autorités sont au courant, mais on voit des gens qui vont y vivre au vu au su de la même communauté, de la même autorité qui a interdit il y a quelque temps encore. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on attend toujours qu'il y ait un drame pour réagir? Bon, on attend qu'il y ait un drame pour réagir. La plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas intérêt à ce que les populations, n'est-ce pas,
soit mieux traité que ça. Parce que justement, quand on a quelque chose qui peut mettre la vie des populations en danger, on prend toutes les dispositions pour que cela, n'est-ce pas, soit mis très loin de la population. Mais qu'un bâtiment dit vétuste reste au centre-ville et que les gens viennent y habiter pendant 4 ans et que c'est après que le drame survienne que les autorités se rendent compte que, ou rappellent qu'on avait interdit sans prendre ces mesures, c'est une façon de fuir sa responsabilité. Parce que justement, il faut peut-être aussi relever le fait que les habitations, n'est-ce pas, ne soient pas accessibles à tous pour que les populations soient réduites à mettre ainsi leur vie en risque. Parce qu'on ne pourrait pas concevoir qu'on dise qu'un bâtiment, n'est-ce pas, est inhabitable et que quand même les populations aillent y rester, y vivre et que ça Il faut recadrer, s'il faut former. est du normal. Non. Soit les gens n'ont pas accès à ce qu'il y a d'existant comme logement, et ça voudrait dire que la politique de logement pose problème. Soit c'est que les gens euh, sont tellement pauvres, donc ici on va faire appel à la disponibilité de l'offre et à la capacité des populations à pouvoir avoir accès au logement. Parce que justement, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que des gens qui habitaient dans ces logements sont la plupart du temps des gens qui venaient du Nord Cameroun et qui ont trouvé un logement gratuit. Et comme j'ai vu l'interview après le drame des voisins ou ceux qui ont même pu sortir de ce bâtiment vivant, qui disaient qu'ils sont venus du Nord pour se chercher et justement, ils ont intégré ce logement qui était à leur disposition, qui était justement, ils ne payaient pas Un logement de fortune. de Il ne payait fortune, pas de loyer. justement. Et la plupart du temps, nous vivons ça autour de nous. C'est eux qui sont gardiens, c'est eux qui vivent dans les chantiers, dans les maisons abandonnées, et ça ne dit rien à personne. Bref, nous nous sommes accommodés à autant de misère autour de nous. C'est un peu comme vous marchez en route, ça ne dit plus rien à personne de voir une maman indigente. Autour d'elle, il y a couché ses 3 enfants qui ont, pour le plus aîné, 5 ans, 2 ans, un bébé même. Et bon, ça ne dit plus rien à personne. Nous avons presque perdu toute notre humanité. Et bref, on est dans un environnement où c'est ce qui est le plus gênant qui est devenu normal. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question. C'est qu'une fois de plus, nous sommes dans un système où le régime, n'est-ce pas, a échoué sur tous les plans et on ne peut qu'avoir nos yeux pour pleurer quand ce genre de drame survient. D'accord. Landry, la dernière question pour toi, est-ce que c'est de la faute des populations ou bien c'est de la faute de l'État si des citoyens partent vivre dans des zones qui sont dites inhabitables normalement? Bon, alors, est-ce que c'est la faute des populations? Est-ce que c'est la faute de l'État? D'abord, c'est le problème à une construction anarchique qui est dû à une absence de standards de construction, d'urbanisation, je dirais une absence de contrôle, même dans les- la délivrance des permis de bâtir et le contrôle même des types de bâtiments qui sont des types et de la Et même qualité des matériaux et des utilisés. matériaux même utilisés. Vous savez que dans le domaine du bâtiment, je suis un peu amateur, donc je pourrais vous dire que il y a un nombre de sacs de ciment, un nombre de brouettés de sable pour un nombre de sacs de ciment bien précis. Une fois que ce dosage est excédé, vous tombez sur, sur un matériel qui ne vous donnera pas un habitat propice et du coup qui est voué à l'effondrement à une période ou à une autre. Or, dans un état sérieux, quand on prévoit que on veut faire des bâtiments des constructions durables, de manière durable, un- euh, on devrait pouvoir ériger des standards pour pour ériger un bâtiment. On devrait pouvoir arriver et dire, bon, OK, le bâtiment peut rester ici. Ce sol-ci ne peut pas recevoir un bâtiment de telle capacité. On ne peut pas construire un bâtiment un R plus 4 dans une zone à proximité d'un marécage.
C'est impossible. C'est-à-dire, soyons juste hommes. Ne soyons même pas experts, je ne sais pas, topographes ou voire architectes. Non, pas du tout. Soyons juste des simples hommes. Et ça, on ne dira pas à un homme qui voit un terrain de ne pas aller bâtir, non. Puisque lui voit un terrain, il a des moyens. Maintenant, c'est à l'État de contrôler ça. De se dire que ce terrain-là est à la lisière d'un marécage. Donc, on ne peut pas ériger un bâtiment de telle capacité ici. S'il faut le faire, il faut rediriger la personne de là où elle pourra justement déployer ses moyens. Maintenant, contrôler de manière à ce que la personne puisse effectivement déployer un bâtiment qui pourra qui pourra survivre sur une certaine période. C'est justement de ça qu'on parle. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, on ne pourra en arriver à rien. Maintenant, est-ce que c'est la faute des populations de trouver... Mais s'il n'y a pas déjà une politique d'habitat, la population se croit au fur et à mesure. Mais vous voulez quoi? Les gens cherchent où habiter. Et pire encore, les moyens même sont dérisoires. Vous voyez, qu'ils soient fonctionnaires ou quoi que ce soit, ils touchent quoi dans ce pays? Vous dites qu'on pourra... Mais vous avez 2, 3 cousins qui veulent aller dans une université, dans une ville où vous n'avez pas les moyens de vous offrir un bâtiment. Mais ils sont quand même contraints d'y aller. Ils iront faire comment? Essayer de se trouver un habitat à faible coût. Je ne sais pas, si une aubaine tombe, que c'est en plus gratuit. Alors, c'est comme ça que nos frères du Nord, pour la plupart, se retrouvent souvent dans ces situations-là, pour s'être déplacés du Nord pour Douala ou Yaoundé. Ils se retrouvent dans ces conditions, à devoir vivre dans ces conditions extrêmes, dans ces endroits non autorisés. Et c'est comme ça que le pire survient très, très peu de fois. Je vous dis une chose, c'est qu'on se retrouve encore là-dessus. On aura de cesse de le dire, que ce soit même en boucle, on le chantera. C'est encore là une faute de gouvernance. Je vous garantis que, peut-être parce qu'on n'explique pas exactement ou à suffisance, ou qu'on n'enseigne pas à suffisance, quel est même le rôle d'un gouvernement, d'un État pour les populations. Mais on est là c'est-à-dire, je vous dirais que peut-être jusqu'ici, voilà, les Camerounais survivent. Ils survivent parce que vous voyez comment ils essayent de vivre, de s'en sortir là, d'essayer de mettre la tête quelque part. Quelqu'un a dit quelque part que le peuple camerounais est assez résilient et que c'est peut-être la résilience de ce peuple-là qui fait que l'on ne ressente pas vraiment la souffrance dans laquelle nous sommes. J'ai envie de te dire merci à toi, Landry, pour ton intervention. Merci surtout à Joël, merci également à Chicharito. Je n'oublie pas MT qui nous a livré la toute première chronique du genre ce soir pour ouvrir l'émission. Mesdames, messieurs, merci pour vos différentes interventions. On va se dire rendez-vous dans exactement 2 semaines. Nous serons alors au dernier épisode du mois de juillet. J'ai envie de dire merci également à vous, mesdames et messieurs, téléspectateurs, non, auditeurs, voilà, j'y reviens à mes anciens amours, voilà. Donc, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour avoir assisté jusqu'à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous parlions en politique de la diaspora camerounaise qui peut-elle être une solution pour renflouer les caisses du gouvernement camerounais. On a parlé également de sociétés, c'était à l'instant, et de ces immeubles à risque et de ces drames dans la ville de Douala et ailleurs. Est-ce qu'on devrait penser aux dômes et aux démolitions? Et enfin, en éducation, le résultat des différents examens scolaires, est-ce que le niveau de nos élèves a drastiquement baissé? Vous nous avez suivis ce soir sur Spotify, vous nous avez suivis également sur YouTube, le podcast, vous nous avez suivis sur www.237story.net. On vous dit tout simplement merci. Merci et rendez-vous dans exactement 2 semaines. Bye bye.